Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu. Mon nom est Michel Pilote. Cette semaine, je reçois le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Mais dans un premier temps, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Sylvain Léger. M. Léger, bonsoir. Bonsoir, M. Le moins qu'on puisse dire, puis là, je le dis un petit peu en souriant parce que ça c'est pas, on est un petit peu en retrait maintenant, mais la semaine dernière, ça a été une semaine de gestion de crise assez impressionnante à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Si on commençait d'abord par, et même si ça se passait très loin de chez nous, les attentats au marathon de Boston, Oui. deux élèves, trois morts, mais les élèves de la polyvalente qui étaient sur les lieux et qui ont vécu des moments assez angoissants, je dois dire. Oui, effectivement. Nous avions un groupe d'étudiants, dont environ 120 étudiants, qui étaient en voyage à Boston dans le cadre du programme d'études internationales. Donc, un voyage éducatif qui se voulait pour une durée de 3 jours. Et puis, pendant leur visite, ils ont dû mettre fin à la visite et revenir à Buckingham suite aux attentats. Mais ce qui est particulier, c'est que les élèves étaient, normalement, on aurait dû être à peu près à l'endroit où les bombes sont explosées si on se fie à l'horaire original qui n'a pas été changé là, des semaines avant, ça a été changé le matin même. Effectivement. Sur l'itinéraire du voyage, ils devaient le matin, dans l'avant-midi, ils sont partis de Buckingham, ils devaient débarquer la croisée des chemins, en fait, à la ligne d'arrivée du marathon. Et puis, ils ont décidé, nos enseignants qui étaient sur place et puis les guides, à la suggestion du guide, ils ont changé l'itinéraire parce que dû au marathon qui était pour avoir trop d'achalandage. Donc, à la toute dernière minute, les guides ont suggéré d'aller au musée de sciences à Boston au lieu d'aller visiter le centre-ville de Boston. Donc, les étudiants sont au musée des sciences à Boston et à un moment donné, on ferme le musée. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu là, ce qui s'est passé sur les lieux là, au musée des sciences à Boston? Bien, en fait, avec l'information que j'ai, puis certaines discussions avec certains enseignants là, mardi à leur retour, pendant leur visite, on a tout simplement annoncé dans le musée, on a invité les gens à quitter le musée. Les policiers fermaient tous les accès publics et touristiques de la ville de Boston. Donc, invitaient les touristes à quitter et de retourner à leurs hôtels. Donc, à ce moment-là, nos profs ont tout simplement, sans explication, ont juste tout simplement retourné. Et c'est au moment, dans l'autobus, où nous, on était à la recherche de nos étudiants et savoir là, exactement où ils étaient, parce que nous, il faut comprendre qu'à Buckingham, selon notre itinéraire, ils devaient être à la croisée des chemins au milieu de Boston. Donc, pour nous, ici, là, c'était un petit peu un moment d'angoisse, si vous voulez, pour nos directions à notre direction. Donc, pour les directions, et j'imagine aussi pour les parents qui avaient l'horaire initial, l'itinéraire initial, et qui croyaient que les enfants se trouvaient à cet endroit-là précis. Ce qui est un petit peu presque traumatisant pour certains de ces élèves-là. Il y a 2 ans, il y en a plusieurs qui étaient à l'école Saint-Laurent quand le tireur fou a fait apparition, a fait éruption dans l'école. Tous les étudiants étaient à la polyvalente il y a 2 mois environ quand on a barricadé l'école. Oui. On n'a pas. Est-ce que vous avez des jeunes qui ont dit ou qui ont le sentiment là, que ça s'acharne sur eux, justement, ces moments d'angoisse-là? Non, j'ai pas eu les informations où il y a des jeunes qui se sentent, qui sont pas bien sentis ou qui ont eu des réactions négatives dans ça. C'est sûr qu'il y avait des réactions de déception. On parle d'un groupe étudiant qui a fait des levées de fonds, qui ont fait toutes sortes d'activités pour se rendre à Boston. Et puis là, leur voyage est annulé. Je vous dirais, moi, avec les gens avec qui j'ai parlé, c'était plutôt ça, la déception. Mais ils ont aussi, eux, réalisé l'ampleur que l'événement de Boston avait au moment où il était. Tous les attraits touristiques, on les informait que tous ces attraits-là étaient fermés. Qu'ils ne pouvaient pas sortir de leurs hôtels et tout ça. Donc, les jeunes ont
très vite compris qu'ils devaient revenir. Et lorsqu'on leur est arrivé, on leur a annoncé, c'est-à-dire ils sont revenus là, le soir du mardi. On n'a pas pris de décision la semaine dernière à savoir si le voyage serait repris un petit peu plus tard. Est-ce que maintenant, une semaine après les événements, est-ce qu'on sait si on va être en mesure là, de recéduler un voyage quelconque, à tout le moins, pour ces étudiants-là? Pour le moment, avec les informations que j'ai avec nos directions d'école, on n'a pas prévu de refaire le voyage encore. On est en pourparlers avec l'agence de voyage, à quelle hauteur vont être les remboursements, parce qu'il y a certaines visites qui n'ont pas eu lieu, il y a de l'hébergement qui n'a pas eu lieu. Donc, on est en train de finaliser ça. Est-ce que ça va être un crédit qui va être retourné aux parents pour une autre activité? Au moment où on se parle, là, je n'ai pas ces informations-là. Mais on est en pourparlers présentement avec l'agence de voyage et puis on attend là, des décisions qui vont être prises avec nos directeurs, nos directions d'école, nos enseignants, et puis consulter nos étudiants, nos parents sur ça. On sait que suite à votre discussion avec le consulat des États-Unis, vous avez pris la décision que les élèves qui voyageaient à Philadelphie et à New York notamment pouvaient continuer leur voyage. Est-ce que vous savez si ces jeunes-là ont eu des échos de ce qui se passait là, pour leurs amis de secondaire 1? En fait, la décision a été prise le mardi matin, comme vous dites, là, après avoir consulté les affaires étrangères et le consulat. Ils ont décidé de poursuivre. Et oui, certains avaient, pour avoir des employés qui travaillent avec moi au commerce, il y avait des sœurs, des frères, des amis qui étaient en secondaire, qui étaient préoccupés de leurs confrères qui étaient à Boston. Et ils étaient bien soulagés de savoir qu'ils s'en revenaient à Buckingham. Donc, le mardi soir suivant, donc on parle de 22h30, les étudiants qui sont arrivés de Boston, vous étiez présent, M. Léger. Quelle espèce de sentiment se dégageait au sortir des autobus? Le sentiment, c'était assez particulier comme événement. On voyait des jeunes contents d'être revenus à Buckingham. On voyait des parents qui étaient heureux de revoir leurs jeunes, mais ça s'est très bien passé. Pas de crise où les gens là, étaient juste bien contents de se retrouver et de revenir à leur quotidien, Et puis, sur place, nous avions nos directions d'école qui étaient présentes. Nous avions notre équipe de psychologues qui était là sur place aussi pour intervenir s'il y avait besoin, de répondre aux questions aux parents. Donc, ça s'est très bien passé. À peine quelques jours plus tard, en fait 2 jours plus tard, événement tragique. On le sait, dans la municipalité voisine à Tursault, 2 enfants qui perdent la vie dans un incendie assez épouvantable, merci. Et ce sont des étudiants qui fréquentaient votre école, à tout le moins une de ces étudiantes-là, celle de 8 ans. Oui. Et vous avez dû, encore une fois, là, intervenir, votre groupe de psychologues a dû intervenir, justement pour aider autant les professeurs, les étudiants, en fait, toute la communauté. Oui, effectivement. Très tôt le matin, on apprenait, là, comme tout le monde, l'événement, la tragédie. Et puis, tout de suite, on a mis en place notre équipe d'urgence. Donc, nos équipes de psychologues sont déplacées tout de suite à l'école, dans un premier temps pour accueillir nos profs, nos enseignants, notre direction, et puis les outils les informer de la situation, les outils comment réagir avec leur classe, leurs étudiants, répondre à leurs questions. Donc, tout de suite, là, par la suite à l'entrée des étudiants, on a débuté là, des interventions avec certains étudiants qui sentaient qu'ils avaient besoin de rencontrer des psychologues ou que nous, on jugeait qu'il était important d'intervenir avec eux. Et ça s'est passé, bien sûr, là, à l'école Marie-Goretti à Tursault, là où la petite fille étudiait. Mais il y a également d'autres écoles dans le secteur qui ont, parce qu'on sait que c'est une toute petite municipalité, tout le monde se connaît. Donc, j'imagine qu'on a dû étendre le réseau un petit peu partout là, dans le réseau scolaire. On était très vigilants. Exemple, je vous donne un exemple à l'école du Trois-Chemins, Sainte-Famille. Et on a, tu sais, exemple, c'est une petite communauté, donc un cousin, une cousine de la famille qui étudie aux Trois-Chemins. Donc, on a demeuré vigilant, on était intervenu avec nos TES
pour si les jeunes éprouvaient des difficultés ou avaient besoin de jaser, on les a mis en contact. Et en fait, je vous dirais, ces services-là sont encore disponibles aujourd'hui, lundi matin, au moment où on se parle. Les services qui sont disponibles, écoutez, j'ai envie qu'on parle rapidement, il reste peu de temps à l'émission, mais qu'on parle de coupures parce qu'on apprenait vendredi dernier qu'il va y avoir, oui, des coupures. Est-ce qu'avec tout ce qui s'annonce comme coupure gouvernementale, est-ce qu'on va être en mesure de continuer de garder tous ces services-là pour les élèves? Bien, écoutez, le Conseil des commissaires, le souhait du Conseil des commissaires, c'est d'éviter à tout prix les coupures directes à l'élève. Mais il vient un moment donné où comme on vient de subir depuis les 3 dernières années des coupures importantes dans notre système d'éducation publique, dans le système public. Et puis, à un moment donné, exemple, les impacts que ça a chez nous, on parle des coupures au-delà de 500 000 $, donc récurrentes par année. Donc, à un moment donné, ça devient, on n'aura pas le choix, là, à un moment donné, il faut revoir tous nos services, tous nos partenariats. Pour vraiment minimiser les coûts directement aux étudiants, éviter à tout prix de couper le plus possible auprès de nos jeunes. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix. Est-ce que ça va être au travers, est-ce que ce sera au travers des adjoints, des directions d'école, des TES? J'ai vraiment aucune idée, puis je ne voudrais pas vous épeurer personne aujourd'hui. Mais donc, on doit revoir notre façon d'opérer. Est-ce qu'on, pour vraiment venir à bout de boucler le budget? On a toujours, le gouvernement nous donne la possibilité de puiser dans nos surplus de la commission scolaire. C'est chose qu'on a fait cette année, c'est chose qu'on va faire l'année prochaine, mais à un moment donné, le surplus devient de plus en plus mince et sinon inexistant. Mais quel poids les commissions scolaires ont-elles pour aller devant le gouvernement et de dire assez, c'est assez? Est-ce que vous sentez qu'on a la possibilité de faire, à tout le moins, sinon reculer, à tout le moins arrêter l'hémorragie, si on veut? Bien, effectivement, les commissions scolaires, on a une association qu'on appelle la Fédération des commissions scolaires du Québec, dont j'ai participé à des rencontres en fin de semaine, une partie de la fin de semaine, pour justement revendiquer, déplorer ces coupures-là. Et puis, entre autres, je vous dirais, moi, des coupures le système public subit depuis les dernières années, et on regarde nos collègues au niveau du service des écoles privées, où aucune coupure n'a été faite. Je déplore ça beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, écoutez, on va suivre ça de très près, M. Léger. Merci infiniment du temps que vous avez passé avec nous. Alors, je vous invite à rester des nôtres tout de suite après la pause. Le conseiller du secteur Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et comme je vous le disais avant la pause, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, bonsoir. Bonsoir. En fin de semaine, c'était le 29e gala du Club Optimiste. Vous étiez présent et pour vous, c'est important ce genre de gala où on récompense ceux qui travaillent fort. Oui, bien, en fait, moi, je pense que c'est à peu près la plus belle activité à laquelle je participe dans mon année. J'en fais beaucoup là, comme conseiller, mais c'est toujours bien émouvant. Là. Même samedi, là, il y avait un papa qui reniflait à côté de moi, là, puis c'est pas parce qu'il avait la grippe. Là.
Puis c'est vraiment touchant parce que c'est des jeunes qui s'améliorent eux-mêmes. Ce n'est pas nécessairement des premières classes, mais ils ont vaincu leur timidité, ils combattent un handicap physique, ils ont des problèmes de comportement, puis ils ont réussi à s'améliorer. Ça fait que c'est vraiment une très belle activité. Puis je trouve que c'est construire la communauté à partir de la base. C'est vraiment aider les enfants qui en ont besoin, puis leur donner un beau cadeau en leur disant, bien, vous êtes bons. Des fois, vous vivez des échecs, mais là, vous avez fait quelque chose de bien, puis on est 300 à vous féliciter. C'est vraiment une belle activité. Et si on parlait maintenant de l'actualité municipale, la semaine dernière, on apprenait que, oui, l'usine d'eau potable du secteur Buckingham va être effectivement refaite comme on le souhaitait, mais c'est 5 millions de dollars de plus que ce que vous aviez initialement prévu que ça va coûter. Et ça, c'est sans compter les possibles augmentations de prix en cours de route. Bien, en fait, c'est 5 millions de plus qu'ils avaient évalué, parce que on paie des gens à l'externe pour évaluer ça. Ça fait que la Ville, on a pas mal calculé là-dedans. Puis moi, je m'interroge. On nous a donné un montant, disons, il y a 8 mois à peu près, puis le montant a monté de 10 millions en 8 mois. En tout cas, moi, on est plusieurs à avoir demandé qu'on regarde ça. Est-ce que l'entreprise avec qui on fait affaire a bien fait son travail? Est-ce qu'ils ont livré ce qu'ils devaient livrer ou, au contraire, on est devant une situation où on a payé pour avoir une évaluation qui ne valait pas grand-chose, en fait. Et ça, je mets ça avec un point d'interrogation. On a posé des questions parce que ce n'est pas un dépassement de coût, c'est vraiment une évaluation qui était très, très loin du prix final qui a été évalué au moment de l'appel d'offres. Et donc, l'appel d'offres, les soumissions sont rendues. On devrait commencer à quel moment à travailler à l'usine? Assez rapidement, parce qu'on doit avoir avant Noël une bonne partie des travaux de fait pour pouvoir être remboursé par le fédéral, parce qu'on sait qu'on paye ça avec la taxe sur l'essence. Donc, c'est une des raisons qui nous fait aller très vite dans ce dossier-là. Il faut qu'avant la fin de l'année, on ait fait un certain nombre de dépenses. Mais on n'a pas le choix d'aller de l'avant avec la mise à niveau, à tout le moins, de l'usine. On n'a pas le choix. Puis le prix qu'on paye, c'est le bon prix. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont soumissionné, puis ça se ressemblait. On pense que les calculs étaient bons. C'est de l'eau potable. C'est pas exactement une dépense inutile. Non, et c'est bon pour 30-35 ans, l'investissement qu'on fait là. Ça va être capable de prendre l'augmentation de la population. Puis ça règle, on sait qu'à Buckingham, on a bien des problèmes d'infrastructure, autant la production que le transport, les tuyaux, que le traitement des eaux grises. Mais avec ça, on s'attaque au premier problème. Donc, on va être en mesure de voir peut-être plus d'augmentation, de donner plus de permis de construction à partir du moment où... oui, c'est-à-dire oui, parce qu'on va régler un des 3 problèmes, mais il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas développer le terrain parce qu'ils ont les 3. Ouais. Il faut que les 3 soient réglés. Puis un autre sur lequel on travaille, c'est les étangs de maçon, ou le traitement des boues septiques, parce que ça, c'est à l'autre bout de la chaîne, disons. Et on ne peut pas construire beaucoup d'infrastructures si on n'est pas capable de traiter. Ça fait qu'on met bien des millions là-dedans, puis on va continuer d'en mettre pour beaucoup d'années. J'aimerais qu'on parle maintenant du 550 Kenney. On sait qu'au conseil municipal, alors que ça avait lieu dans le secteur Buckingham, mardi dernier, il y a une citoyenne qui est venue se plaindre du fait qu'elle avait des tuyaux qui passaient directement sous son terrain, qu'il n'y avait pas de servitude qui existait. Et je sais que la Ville était censée aller voir ce qu'on pouvait faire. Êtes-vous au courant, là, on est lundi quand on enregistre l'émission, si la Ville a déjà posé des gestes? Non. Par contre, la dame s'est présentée le mardi. Le premier, elle avait eu un contact le jeudi avec le centre de service. Fait qu'on n'était pas encore allé, mais ça s'en venait. Au moment où on se parle, je n'ai pas de confirmation qu'on est allé. On devait y aller avant vendredi. Mais c'est un cas, on hérite à Buckingham d'un certain nombre de cas comme ça où il n'y a pas de servitude. Donc, à un moment donné, il y a un permis de construire qui s'est donné pour une maison sur un endroit où il y a des tuyaux de la Ville. Madame affirme qu'une partie de ce qui se passe est de la faute de la Ville. Son garage s'affaisse. Nous, on n'est pas convaincus que c'est la responsabilité de la Ville. Donc, c'est toujours un peu compliqué, mais on essaie d'aller vite, puis on ne pouvait pas agir avant que la neige disparaisse. La neige n'est plus là, on est capable d'y aller.
à partir en fait, dans 2 fins de semaine, les investitures, la première investiture pour un candidat pour le Parti Action Gatineau dans le secteur de Aylmer, là où est M. Psonac. Donc, j'imagine que c'est presque assuré qu'on va revoir le même candidat. Mais les investitures qui commencent à s'organiser, comment ça va se développer, ces investitures? Ça a été un gros débat. Est-ce qu'on veut des investitures pour tout le monde? Moi, j'y crois beaucoup. Ça, c'est une investiture, c'est le choix des membres du parti. C'est les membres du parti qui choisissent qui va représenter Action Gatineau dans le quartier. Donc, c'est une belle occasion de faire un débat avant l'élection sur c'est quoi les enjeux du quartier. On sait déjà que dans Gatineau, on va avoir quelques investitures contestées, donc il y en a plus qu'un. Quand il y en a seulement un, comme dans le cas de M. Psenac à Aylmer, c'est quand même une soirée où le candidat, la candidate doit dire aux gens, bien voici... moi, je suis là pour faire telle chose. Je vous demande votre appui. Pour moi, c'est une façon de mettre les enjeux très locaux sur la carte. Puis c'est assez stimulant parce que, oui, dans certains quartiers, il y a plus qu'une personne qui veut se présenter. Ça fait que ça brasse des idées, ça force des gens à recruter. C'est une belle façon d'animer la politique municipale. Le parti là, qui existe depuis plus d'1 an maintenant, vous avez ces 500 membres qui sont, ou 500 personnes qui se sont joints au parti jusqu'à maintenant? Je pense qu'on est à 512. Bon, en fait, 512 membres. Est-ce que depuis 1 an, là, il y a plusieurs personnes qui vous ont signifié leur intérêt, si on veut, à devenir candidat dans les différents quartiers? Oui, il y a beaucoup. Le téléphone sonne beaucoup, mais c'est bien difficile de passer de la théorie à la pratique. Il y a des gens qui ont le goût de faire de la politique, mais après ça, quand ils regardent le salaire, d'une part, les conditions de travail, c'est une job qui est intéressante en théorie, en pratique, c'est tout un contrat. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui je vais prendre un café, on jase, et ils parlent à leur épouse, puis ils disent, ou à leur époux, puis ils disent, bien finalement, je n'irai pas, là. Ça fait que oui, il y a beaucoup d'intérêt, mais pour que ça se transforme en candidature, là, je dirais que juste depuis le congrès, là, je dois avoir rencontré 16 ou 17 personnes. Ça fait quand même, c'est quasiment une par jour, là. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, mais c'est pas facile de faire ce pas-là, là. Et la personne qui déciderait de, oui, se lancer en politique, de faire le grand saut et de se présenter à l'investiture, par exemple, dans le secteur Buckingham, on va prendre le secteur ici parce que c'est là qu'on est. Et quelles sont les étapes à suivre à partir du moment où on prend le choix de devenir candidat? Bien, si c'est un indépendant, donc pas avec Action Gatineau, la personne doit aller sur le site Internet du directeur général des élections. Toute l'information est là. Il y a, je crois que c'est 25 signatures que ça prend pour être candidat. À Action Gatineau, c'est 25 signatures d'abord, mais des membres. Ouais. Donc, des fois, il faut les recruter. Nous, si quelqu'un est intéressé, on envoie la liste des membres dans le quartier pour que la personne puisse faire le tour. Il y a une investiture à Action Gatineau et après ça, il faut quand même soumettre des noms au directeur général des élections. Et la différence entre les deux, c'est que le chef endosse la candidature, ce qui permet à la personne d'avoir sur le bulletin de vote le nom Action Gatineau à côté de son nom. Et ça se passe maintenant, mais nous, on est bien en avance parce que la date limite, je crois que c'est le début, c'est le 20 septembre, il me semble que c'est la date limite pour les mises en candidature, ou c'est une petite période, là, mais on peut le faire dès maintenant. Est-ce que, par exemple, tous les conseillers qui sont actuellement membres d'Action Gatineau ont confirmé qu'ils seraient de retour cette année? Non, Luc Anger n'a pas encore confirmé, M. Laframboise non plus. Il y a M. Psenac, Mme Apollon qui ont dit qu'ils revenaient. Alors, si on venait dans notre secteur ici, on sait que la semaine dernière, le comité qui était présidé par Jocelyne Houle et qui était chargé de distribuer les derniers 150 000 $ de l'ex-ville de Buckingham a pris sa décision. En fait, on vous a suggéré quatre projets pour utiliser ces fonds-là. Oui, on comprend que c'est des recommandations que le comité me fait, que moi je fais au conseil, mais c'est le conseil qui décide. Normalement, il n'y a pas de problème à partir du moment où les projets sont recevables. Je suis vraiment satisfait du travail du comité parce qu'ils ont travaillé par consensus tout le temps. Ils ont visité des projets, ils ont vraiment fait un bon travail pour améliorer les projets. Et donc, on en retient 4 là, de mémoire. Il y a le remorqueur qu'on va mettre au parc du Landing, là, qui a vécu, c'est un petit bateau là, qui servait au moment de la drave. On va le retaper pour que les gens puissent le voir. La Corporation Plein Air, je pense, qui avait soumis ce projet-là. Oui, et c'est Brookfield qui leur avait donné. Eux étaient contents de l'avoir, mais il faut le peinturer, il faut l'entretenir. Ça fait que ça va leur donner un coup de main. Je pense que c'est 29 000. Le Carrefour culturel L'Estacade qui va pouvoir investir dans sa réception.
On a, avant d'arriver, le cimetière, on va investir 8 000 pour refaire un peu la base des vieilles tombes dont les familles sont disparues. C'est toutes des tombes qui ont plus de 100 ans. Et le gros projet, qui est arrimé un peu avec celui de l'Estacade, c'est 95 000 qui irait à la Société d'histoire et à la télévision communautaire pour produire des capsules historiques sur des individus, sur des événements, des grands sportifs. Pour aussi, on va prendre une partie de cet argent-là pour entretenir puis mettre à jour les archives de la télé. On sait qu'on a 40 ans de matériel, là, c'est riche ça, comme source. Et l'Estacade, en contrepartie des investissements qu'on fait, vont publier, c'est pas le bon mot, diffuser là, les capsules. Donc, on a vraiment quelque chose qui, pour moi, va permettre de mettre en valeur l'histoire de Buckingham de toutes sortes de façons. Je suis vraiment content. Parce que c'était votre souhait qu'on parle d'abord et avant tout de l'histoire, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, là, que ce soit des projets à saveur patrimoniale à tout le moins. Bien, plus globalement, je dirais que c'est l'appartenance. Ce qui fait qu'une communauté se mobilise pour, disons, sauver une laiterie là, ou pour retaper le cimetière comme la paroisse a fait. C'est extraordinaire la mobilisation des gens, comme le Téléthon des Lions. C'est parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Fait que ces projets-là, pour moi, vont, en mettant en valeur l'histoire puis d'où on vient, vont permettre de consolider ce sentiment-là, qui est important pour l'avenir du quartier. On sait qu'hier, en terminant, c'était le jour de la Terre, une journée importante, et la Ville, encore une fois cette année, va remettre gratuitement du compost aux gens un petit peu partout là, sur le territoire. Oui, les gens doivent aller sur le site d'Internet de la Ville. Ils peuvent aussi s'inscrire par téléphone, 931-2930. Ils peuvent avoir jusqu'à 100 litres de compost gratuitement. Là. Ça fait que c'est intéressant là, pour les gens qui se font un jardin notamment. Et dans le secteur Est, on peut se présenter à quel endroit? 214 chemin de Montréal-Est. Voilà, M. Pedneau-Jobin, merci infiniment. On va vous souhaiter une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre en visitant notre site web au www.tvc.qc.ca. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Passe-Lèvres. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine.